L'économie togolaise est désormais de plus en plus portée par un secteur privé dynamique et très diversifié. Selon les autorités, le rôle du secteur privé comme moteur de l'innovation et force de proposition est à saluer. En effet, en 2024, le secteur privé représente 76,8% du PIB national contre 77,1% en 2023. Le chiffre de l'année 2024, bien qu'en légère baisse par rapport à 2023, rappelle le rôle structurant du secteur privé dans l'économie togolaise. De façon générale, la contribution du secteur privé à la croissance du PIB n'a cessé d'augmenter depuis 5 ans. Et depuis 2020, l'emploi privé, de son côté, s'établit à près de 98% des emplois du pays. Toutefois, des difficultés structurelles sont aussi à signaler. Pour certaines petites et moyennes entreprises PME, des défis liés aux chaînes d'approvisionnement, au financement, à l'écosystème entrepreneurial, entre autres, sont autant d'obstacles limitant leur compétitivité. Le Togo a révisé à la baisse son objectif d'accès à l'eau potable. Initialement fixé à 85% d'ici la fin 2025, le taux de couverture nationale visé est désormais de 72%, ce qui représente une diminution de 13%. Cette révision figure dans le budget du citoyen, récemment publié par le ministère de l'Économie et des Finances. Cependant, le pays a enregistré une légère progression à la fin de l'année 2024, avec un taux de couverture de 70% contre 69% en 2023. D'après le document officiel, la couverture en milieu rural devrait atteindre 79% en 2025 contre 76,51% l'année précédente. En milieu semi-urbain, ce taux devrait passer de 60% à 63%, tandis qu'en milieu urbain, il progresserait de 72% à 79%. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs projets en cours doivent être poursuivis. L'exécutif prévoit notamment la construction de 388 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les régions de la Kara et des Savanes pour un coût estimé à 3 milliards de francs CFA. En outre, 205 postes d'eau autonomes seront installés, nécessitant un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Bien que les raisons de cette révision à la baisse n'aient pas été détaillées, l'objectif d'une couverture universelle d'ici 2030 reste intact. Dans cette optique, pour l'année 2025, le gouvernement prévoit de poursuivre ses efforts avec un budget de 19 milliards de francs CFA inscrit dans la loi de finances, actuellement en cours d'exécution. La Fondation Konrad Adenauer déclarait dans son récent rapport que le terrorisme connaît une avancée claire mais lente dans le Nord Togo. Cependant, le réseau ouest-africain pour l'instauration de la paix, OANEP Togo, pense que les zones à risque, par contre, continuent de diminuer en nombre, surtout au cours de ces 2 dernières années. En janvier dernier, le réseau a sorti son rapport biennal sur la situation générale sur la sécurité humaine au Togo de 2023 à 2024. De 2020 à 2022, le nombre de zones à risque bas s'élevait à 14 et le nombre des zones à risque élevé tournait autour de 12. Pendant ce temps, le nombre de zones à risque moyen se fixait à 13. Ces zones ont connu une diminution au cours des années. De 8 en 2023, les zones à risque élevé sont 7 en 2024. Les zones à risque moyen sont descendues à 8 en 2024 contre 11 en 2023. Ces diminutions constatées dans les différentes zones s'expliquent selon OANEP Togo par les actions de sensibilisation et la mise en place des projets du gouvernement. La préfecture de Kpendial se trouve être la zone à risque le plus élevé du pays, suivie de la préfecture de Kpendial Ouest, de Loti et de Tone. Par ailleurs, les préfectures de la Kosa au nord du pays, du Golfe et d'Agouenivé dans le sud doivent désormais faire l'objet d'attention. Les incidents sécuritaires n'ont pas seulement trait au terrorisme, ils concernent aussi la criminalité et l'extrémisme violent. Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Économie et des Finances, basés sur les données du ministère de l'Élevage, le Togo a enregistré une production avicole de 38,6 millions de têtes en 2024.
Ce chiffre dépasse de 8% la production de l'année précédente qui s'élevait à 35,7 millions de têtes. Cette performance est conforme aux prévisions des autorités togolaises qui tablaient sur 38 millions de têtes pour l'année 2024. Bien que la production avicole soit globalement satisfaisante à l'échelle nationale, elle varie considérablement d'une région à l'autre. La région des Plateaux se distingue avec une production de 13 millions de têtes en 2024, représentant près de 34% de l'offre nationale. La région des Savanes a produit 8 millions de têtes, un chiffre stable par rapport à 2023. Les régions centrales et de la Kara ont respectivement produit 6 et 5 millions de têtes, tandis que la région maritime a enregistré une production de 4,8 millions de têtes en 2024. Pour l'année 2025, les autorités togolaises visent une production de plus de 41 millions de têtes. Elles souhaitent également développer une chaîne de valeur solide dans le secteur avicole afin de renforcer sa contribution à l'économie nationale. Qu'il s'agisse de terrorisme ou de banditisme, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel en particulier sont confrontés à la présence de nombreuses armes en circulation. Quelles sont alors les origines de ces armes? La question semble avoir trouvé sa réponse. En effet, selon une enquête de l'ONG Conflict Armament Research, les groupes djihadistes s'arment principalement avec des armes locales. Autrement dit, les saisies d'armes des groupes islamistes se déroulent notamment lors des raids contre les forces armées nationales. Dans les détails, un quart des armes saisies viennent des armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elles ont été abandonnées après des attaques djihadistes. Il y a aussi le recyclage d'armes anciennes venant notamment du Libéria, de la Libye et de la Côte d'Ivoire, entre autres. Il faut souligner que cette recherche à long cours de l'ONG britannique Conflict Armament Research se base sur l'étude de plus de 700 armes récupérées par des forces de sécurité régionale auprès des groupes djihadistes entre 2015 et 2023. Des camions bennent à perte de vue des terres déboisées. À l'approche de la municipalité de Joasso, les marques d'une activité minière intense sont bien présentes. Freda Obeg-Aboumfo est la fondatrice de Kaimé, une entreprise ghanéenne de produits cosmétiques à la clientèle internationale. Plusieurs fois par an, elle roule 2 heures depuis Accra, la capitale, pour rendre visite à la trentaine de femmes qui fabriquent ici l'un des produits phares de sa marque, le savon noir. On ouvre d'abord la cabosse de cacao, on sort les graines que l'on fait sécher, puis on y ajoute de l'eau et on fait bouillir le tout. On attend que ça réduise pour donner des cendres, que l'on va ensuite mélanger avec de l'eau, avant de les verser lentement dans une marmite avec de l'huile tout en remuant. Et c'est ça qui va devenir du savon noir. Si Freda Obeg-Aboumfo connaît aussi bien la recette, c'est parce que c'est elle-même qui s'est chargée de former les membres de cette communauté. Un partenariat né en 2021 en réponse à l'appel à projet d'une ONG américaine basée au Ghana, Advocates for Community Alternatives ou ACA. Voilà plus d'1 an que Marie Nankwa, ancienne fermière, s'est mise à fabriquer du savon noir. Ici, nous sommes tous originellement des fermiers. Quand les mineurs sont arrivés dans notre communauté, ils ont détruit toutes nos terres. Nous n'avions plus de travail. C'est là que Aka est arrivé en nous proposant de nous recruter pour faire du savon noir. 1000 cédis par mois, voilà ce que gagne ici chaque fabricant de savon noir. De quoi, selon elle, pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, d'autant que Kaimé s'est engagé à acheter l'intégralité de leur production. Un exemple qui pourrait bénéficier aux autres communautés affectées par l'exploitation minière, estime l'ONG ACA. La communauté avait pour objectif de devenir un modèle pour ce qui est de l'entrepreneuriat et du commerce et ainsi inspirer d'autres personnes dans la région orientale et dans l'ensemble du Ghana. Si cette solution leur a permis de sortir de la misère, la communauté de Joasso sait cependant bien que leur nouveau mode de vie reste fragile. Entouré d'exploitations minières, l'atelier de production n'est pas à l'abri d'être un jour détruit à son tour. Même si elle n'est pas encore homologuée, on peut déjà l'apercevoir dans les rues d'Abidjan. Et elle ne passe pas inaperçue. L'Akpanji, le premier 4x4 conçu et assemblé en Côte d'Ivoire, est en phase de test
Et son concepteur sait y faire pour susciter la curiosité du public avant même sa mise en circulation. Ce jour-là, la voiture star s'invite à une remise de diplôme. Et plus rien d'autre n'intéresse les étudiants. On voit sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu physiquement. Aujourd'hui, on a vu ça, c'est la réalité. Vraiment, je suis ému. Je pense que ça va ouvrir beaucoup de portes à la jeunesse. Ça va inciter la jeunesse à plus travailler pour l'avenir. C'est une fierté pour le pays. La Côte d'Ivoire, c'est une fierté. Une fierté ivoirienne, car la Kpanji est assemblée ici, dans cet entrepôt de Marcory, zone 4. Un moteur de 2,5 litres, en essence, diesel, hybride et bientôt électrique. Une puissance de 150 chevaux, manuel ou automatique. Une trentaine de mécaniciens formés au lycée professionnel de Jacquesville donnent vie au modèle déjà commandé. Une quinzaine en tout. On a monté 6 véhicules. 6 véhicules, on a eu un petit à petit. Voilà, on voulait encore plus. Parce qu'on a monté les trois premiers véhicules en 3 jours. Là, c'était nouveau pour tout le monde. Mais les 3 autres véhicules, on a monté en une journée. Parce que ça rentre vite. On se donne, tu apprends vite. Bernard Kwamenda a fondé Kpanji Automobile en 2022 et s'est formé pendant 2 ans au Ghana. Le Ghana qui a déjà lancé sa propre marque de voiture. Lui veut aller le plus loin possible, concurrencer à terme les marques étrangères importées en Côte d'Ivoire et créer une vraie industrie automobile nationale. C'est beaucoup d'emplois aussi concrets puisque les véhicules nous viennent totalement dépiécés, mais tous les composantes nous sont importées. Donc si aujourd'hui avec l'assemblage on arrive à avoir les pièces de prêt, ça veut dire que ça pourrait aussi inspirer demain à pouvoir penser à la reproduction, à la production de certaines pièces localement. Kpanji est un mot baoulé qui désigne un arbre extrêmement solide. Les autorités ivoiriennes sont convaincues du sérieux de ce projet et l'accompagnent. Nous avons souhaité que les équipes, en tout cas, continuent de l'assister, notamment par rapport à tout ce qui concerne la certification aux normes et à ce qui concerne la robustesse du véhicule, la qualité du véhicule, pour pouvoir rassurer les populations, pour pouvoir rassurer les Ivoiriens, comme quoi les véhicules Kpanji sont comme tous les véhicules qu'ils voient sur notre rue. Selon les modèles, les véhicules coûtent entre 14 et 22 millions de francs CFA environ, soit entre 22 et 34 000 euros, ce qui reste cher pour la Côte d'Ivoire. À plus long terme, Bernard Kwamenda espère faire baisser ses coûts de production et pouvoir toucher un public plus large dans son pays. Voilà 3 ans que Taboba n'était pas revenu chez lui, ici à Kibumba, cette localité à 25 km au nord de Goma, un territoire d'affrontement entre l'armée congolaise et le M23 depuis des années, bien avant même la récente grande offensive du groupe armé en janvier dernier. En 2022 donc, comme 60 000 autres habitants de la ville, il laissait tout derrière lui, ses cultures et sa ferme, pour rejoindre le camp de déplacés de Kanyaruchinya. À son retour sur sa terre, il découvre qu'une autre famille exploite son champ. Après 3 ans difficiles dans le camp de Kanyaruchinya, on est revenu ici, chez nous. C'est là qu'on s'est retrouvé face à des gens qui travaillaient dans nos champs et qui produisaient déjà ces choux. J'ai dû payer pour récupérer cette récolte et des proches ont dû me prêter de l'argent pour pouvoir redémarrer mon activité. Avec ces $600 versés pour récupérer sa récolte et cet emprunt en plus, pour ce maraîcher de 48 ans et sa famille, le retour sur leur terre est cher payé et pas forcément volontaire. D'après le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui a rencontré plusieurs familles dans la région, ces retours à Kibumba seraient incités fermement par le M23. D'après les témoignages recueillis, les habitants de la ville ont eu pour certains 48 à 72 heures pour quitter le camp de Kanyaruchinya et rentrer chez eux. Sur place, la vie reprend, non sans difficulté, comme ici au marché. Ce marché est très important pour la population de Kibumba. Quand quelqu'un apporte sa production ici, il la vend pour financer de quoi manger et pour l'éducation de ses enfants. À Kibumba, célèbre pour sa production de choux-fleurs et autres betteraves, la réouverture du marché marque le retour des affaires et donc de possibles revenus pour les habitants. Quand il n'y avait plus de marché,
Les prix des légumes avaient tellement augmenté qu'il était impossible de trouver du chou-fleur dans la région, alors que c'est le produit phare par ici. Maintenant que la guerre s'est calmée et qu'il n'y a plus de combat, les habitants sont revenus et on peut acheter des choux, des oignons et tous les autres légumes. Dans les semaines qui ont suivi son avancée sans précédent en janvier dernier, le M23 a démantelé plusieurs camps importants de réfugiés autour de Goma, contraignant environ 1 800 000 personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations, à revenir dans les localités qu'elles avaient fuies à cause de la guerre. Une volonté de Kais Saied d'étouffer toute forme d'opposition. C'est ainsi que le parti politique Ennahda a qualifié la condamnation vendredi à 34 ans de prison de l'ancien Premier ministre Ali Lahayed. Cette figure de l'opposition a été reconnue coupable d'avoir facilité le départ de djihadistes vers la Syrie. Un verdict est rejeté aussi par le Front du Salut National. Cette affaire dite de terrorisme s'est soldée par la condamnation de plusieurs personnes à des peines allant de 18 à 36 ans de prison vendredi par le tribunal de première instance de Tunis. Des pompiers ukrainiens tentent d'éteindre le feu qui s'est déclaré dans un bâtiment touché par une attaque de drones russes dans la ville de Zaporizhzhia dans la nuit de jeudi, faisant au moins un mort, alors que 31 personnes ont été blessées vendredi après l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel, selon les autorités ukrainiennes. J'ai pris mes animaux et j'ai couru vers un abri. Nous avons vu l'explosion qui a frappé le bâtiment. Nous étions coincés dans l'abri. Quand nous sommes sortis, nous avons constaté que tout était en feu. L'attaque a eu lieu quelques heures seulement après la signature par Kiev et Washington d'un accord donnant aux États-Unis l'accès aux ressources minérales de l'Ukraine. Les fenêtres et le balcon ont été complètement soufflés. Les ouvriers les ont démontés pendant la nuit. Une fissure dans la maison a atteint l'appartement. L'ambulance et les pompiers sont arrivés rapidement et ont tout éteint. Les services d'urgence ont également apporté leur aide. Ils ont tout démonté et sont toujours en train de travailler. Dans la nuit de vendredi à samedi, des drones russes ont fait 47 blessés, des civils, la majorité à Kharkiv, alors que Moscou a dénoncé une attaque ukrainienne sur la région russe de Krasnodar qui a fait 4 blessés. Une ovation pour une femme tunisienne qui défend l'environnement dans son pays depuis 25 ans. La militante Semia Garbi reçoit aux États-Unis le prestigieux prix Goldman pour l'environnement, que l'on surnomme le Nobel vert. Un prix qui salue son engagement contre un trafic de déchets entre l'Italie et la Tunisie. 10 jours plus tard, de retour dans son pays, Semia Garbi a toujours le sourire aux lèvres. Ce prix, elle le savoure. Pour elle, ce n'est pas seulement une victoire pour la Tunisie, mais pour tout le continent. C'est vrai que nous sommes des pays en voie de développement, mais nous ne sommes pas des pays dépotoirs. Ce qui est toxique pour les pays développés, il l'est pour nous aussi. Et nous avons en tant que société civile, nous avons le devoir aussi de travailler sur la protection humaine et la protection de notre environnement. Et nous avons le droit aussi de vivre dans un environnement sain. Voilà, c'est là-bas, c'est le tout bleu. L'affaire pour laquelle Semia Garbi s'est mobilisée remonte à 2020, lorsque 6 000 tonnes de déchets ménagers, plus de 280 conteneurs, sont acheminés au port de Sousse. Ils ont été illégalement importés d'Italie. La population proteste, des ONG se mobilisent. Semia Garbi et son association sont à la tête de la fronde. Après 2 ans de combat, la majorité des conteneurs sont renvoyés à leur expéditeur. 26 personnes ont été poursuivies dans le cadre de ce scandale. Le ministre de l'Environnement de l'époque, limogé, arrêté puis condamné à 3 ans de prison. Les pays développés, ils ont la capacité de réduire leurs déchets et aussi de gérer leurs propres déchets. Ils ont la technologie, ils ont toutes les capacités. Donc on se demande pourquoi il y a cet export-là vers nous. Nous avons des capacités limitées. Autant nous exporter les transferts des technologies, ça serait mieux.
Les efforts de Semia Garbi et de ses compagnons ont poussé l'Union européenne à renforcer ses procédures et réglementations en matière de transfert de déchets à l'étranger.